Mon père, à la soixantaine, dans les années 80, interviewé sur FR3 à l'occasion de la sortie d'un de ses livres. À l'époque, il avait oublié son premier échec à 25 ans, l'histoire de ses 20 ans, dans la tourmente de la guerre. Et je voudrais essayer aujourd'hui de reprendre un peu ce livre qu'il a essayé de réécrire dans les dernières années de sa vie, qu'il a commencé à écrire, à réécrire. Et j'utiliserai son travail pour la fin du récit qui coïncide en fait avec le début de mon existence propre, puisque c'est pendant la grossesse de maman et dans la première année de ma vie qu'il a rédigé ces aventures des années 40, 41, 42, 43. Une dizaine, une douzaine d'histoires. Oui, je crois qu'il y en a 16. Il y en a 16. J'ai en gros une douzaine. Quelle est l'histoire qui vous touche le plus? Quelle est celle pour laquelle vous avez vraiment passé peut-être des nuits blanches? Eh bien, celle qui m'a le plus étonné d'abord, et qui commence d'ailleurs ce livre, c'est le sauvetage sur la banquise des 101 naufragés d'un navire soviétique en 1933-34, qui, mon Dieu, s'est trouvé pris dans les glaces et la tempête a détruit le bateau. Donc, pratiquement, ils étaient tous naufragés. Heureusement, ils se sont réfugiés sur des glaces. Il fallait les sortir de là, à 150 km de la côte. Impossible avec des traîneaux à cause des cassures sur la glace. Et donc, c'est l'aviation soviétique, la toute jeune aviation, qui a réussi, à force d'exploits, à sortir les 100 personnes, puisqu'il y en a un qui s'est noyé au moment du naufrage du bateau, y compris des femmes, des enfants. Et ça a été formidable parce que, pour revenir à Jean-Marie Lebris, c'était son rêve qui se réalisait là, alors que l'aviation n'était pas encore au point comme maintenant, et que même les Soviétiques n'avaient pas les avions qu'il fallait. Ils ont acheté 2 bimoteurs aux Américains, en Alaska, mais ils ont réussi un tour de force fantastique, parce qu'il fallait faire vite. Voilà, et c'est quand même très méritoire, parce qu'en fait, autant Jean-Marie Lebris que donc les Soviétiques avaient un but tout à fait humanitaire. Absolument. C'était pas uniquement pour le plaisir, ou le défi, ou le challenge. Non, mais le premier albatros qui a volé par la suite, c'est en 1914, c'est un chasseur allemand qui, lui, s'appelait l'Albatros, mais l'Albatros portait non seulement la croix noire, mais déjà la croix gammée, et il n'avait pas du tout envie de sauver quelqu'un, et c'était un redoutable adversaire. Alors, est-ce qu'il y a une histoire pour laquelle vous avez beaucoup ramé, comme on dit, pour trouver des renseignements? Ou est-ce que c'était en général très facile? Oui, j'ai hésité longtemps. C'est celle qui a pour titre « J'ai tué Saint-Exupéry ». Tu vois, c'est un titre curieux. Hein? Oui, parce que c'est le récit par l'aspirant Herkel, allemand, qui, sans savoir que c'était Saint-Exupéry, conteste, mais il est bien évident que... Conteste quoi? Conteste que ce soit les Allemands qui aient abattu Saint-Exupéry. Hein. Et pourtant, d'après la lettre que l'aspirant a écrite le lendemain à son ami qui était lieutenant-pilote, il lui a dit « Je viens d'abattre hier un appareil, un diable à queue fourchue, comme il les appelait, les Lightning, qui se trouvait à tel endroit. » Suite de la saga des Henri Dumoulin. Eh bien, mon grand-père est rentré de guerre à 25 ans en 1919. Il a d'abord travaillé dans une briqueterie entre Sautron et Couéron, près de Nantes, puis à l'usine qui faisait des plombs pour les cartouches de fusils de chasse, au bord de la Loire. À Couéron, il a fait la connaissance de Rose Le Breton. Cette femme avait 2 tantes qui exploitaient une petite boutique de confection dans la ville. Il a épousé Rose, il a acheté le magasin à Jeanne d'Arc, qui existe toujours aujourd'hui. Mon père est né en 1921. Il a eu un baccalauréat section philosophie à 18 ans
après des études au collège Saint-Joseph du Loquidie, où j'y ai passé également 7 ans. Il a fait une première année d'études médicales, le fameux PCB, physique, chimie, biologie, puis a bifurqué totalement pour se retrouver en 1940, à 19 ans, inscrit en faculté de lettres à la Sorbonne à Paris. C'est là qu'il a été happé par l'histoire de France le 11 novembre 1940 dans une capitale qui vivait sous administration allemande et même à l'heure de Berlin. Du bist die schönste Stadt der Welt, Paris, du Stadt, die jedem gut gefällt. Strahlt von absichtlicher Schein, kann man mit deinen schönen Armen froh und glücklich sein. Paris, du bist die Stadt, die Frohsinn gibt. Paris, du bist die Stadt, die jeder liebt. Paris, du bist ein kleines Paradies. Paris, Paris. Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collègues. Malgré l'interdiction des autorités militaires allemandes et de la préfecture de police, 3000 lycéens et étudiants parisiens remontent le 11 novembre 1940 les Champs-Élysées et se rassemblent devant l'Arc de Triomphe pour commémorer la victoire de 1918. Ils déposent des gerbes et des fleurs sur la tombe du soldat inconnu, puis entonnent la Marseillaise, défiant ainsi l'armée d'occupation. Cet événement symbolique est le premier acte d'opposition publique au pouvoir militaire allemand.
Drôlo ordinaire, peuple de Paris, rouge-gorge et fier d'être né ici. Quartier populaire, bistrots et bougnats, et marchés couverts, rue des enfants rois. Rouge-gorge doit son surnom bizarre à sa jolie voix et à son foulard. Rouge son foulard autour de son cou, rouge sa mémoire, à jamais debout. Chère Madame, me trouvant de nouveau en France, après quelques années d'exil outre-Manche, je prends la liberté de vous écrire ces quelques lignes pour vous demander des nouvelles de votre fils. Comme mon nom a dû vous l'indiquer, je suis un camarade de votre fils et me trouvais avec ce dernier pendant son évasion en novembre 41. De sombres circonstances nous ont séparés, alors que nous traversions le Maroc espagnol pour rejoindre la France libre, et depuis, je n'eus aucun renseignement à son sujet. Je vous serais très reconnaissant, chère madame, si vous pouviez me donner ces nouvelles, car votre fils et moi étions liés par une forte camaraderie. Je ne saurais trop vous remercier pour le petit mot que vous fîtes parvenir à mes parents pendant mon évasion, et qui apporta au mien un vaste réconfort. Je suis actuellement pilote au groupe de bombardement Lorraine et je suis arrivé en France que depuis quelques jours. Espérant que ma lettre vous trouvera en excellente santé, veuillez recevoir, chère madame, l'expression de ma très sincère gratitude. Louis Bilbao. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi, près de la rivière où notre chaumière bat comme un cœur plein de joie. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Mon cher papa, peu après ma naissance, en 1946, tu as écrit un livre sur ces aventures. 3 garçons désertèrent. Il a été édité à compte d'auteur sans grand succès. Les dernières années de ta vie, tu as essayé de le réécrire, sans y parvenir réellement. Aujourd'hui, je voudrais essayer de faire quelque chose pour toi. Premièrement, illustrer par des correspondances, des images d'époque et des vidéos d'époque le parcours que décrit ce livre. Et deuxièmement, le numériser entièrement en laissant un fichier à disposition pour ceux qui voudraient le lire. J'ai préféré garder le texte fidèlement comme tu l'avais écrit avant-propos. Le 11 novembre 41, après plusieurs mois de péripéties diverses, 3 jeunes gens désertèrent l'armée Pétain en Afrique du Nord pour tenter de rejoindre les forces françaises libres en Angleterre. Immédiatement, le tribunal militaire d'Oran lança un premier mandat d'arrêt contre eux, puis un second en janvier 42, alors que les gaullistes étaient déjà au Maroc espagnol.
Malgré de multiples aventures, 2 d'entre eux échouèrent près du but. Après 6 mois d'internement dans plusieurs prisons d'Espagne, les autorités franquistes les refoulèrent à la frontière des Pyrénées pour les remettre entre les mains des représentants du gouvernement de Vichy. On les arrêta. De longs mois, ils furent détenus en zone libre, puis on les relâcha. Cependant, les mandats d'arrêt transmis à Paris continuaient leur petite existence calme dans le fond des tiroirs. Ils ne connurent ni les avatars des maquis traqués, ni les exaltantes journées de libération, ni la fièvre des combats contre l'Allemand en déroute. 7 années passèrent. Des criminels de guerre furent exécutés, des traîtres emprisonnés. Liberté, égalité, fraternité détrôna. Travail, famille, patrie. Le général de Gaulle remplaça Pétain. La 4e République s'installa à la place de l'État français. La vie quotidienne reprit son cours à peu près normal. Et les déserteurs de l'armée de Vichy avaient presque oublié les tumultueuses années de la guerre. Pendant ce temps, un fonctionnaire oisif, craignant la hache, s'affairait à fouiller dans les archives du ministère. Évidemment, il n'en extirpa les fameux mandats d'arrêt lancés en novembre 41 et janvier 42 par le gouvernement Pétain et non exécutés, et de dépêcher aussitôt un télégramme au service départemental intéressé pour tirer cette affaire au clair. Pourquoi pas aussi faire arrêter par les services de la 4e République les Français libres poursuivis par l'État français auparavant. L'enquête avait pour but d'approfondir les causes et raisons des désertions, exactement comme si la police n'avait pas d'autre chat à fouetter que de faire établir des procès-verbaux demandant le retrait de mandats d'arrêt lancés par l'État français pour gaullisme en 1942. Notre collaborateur à qui cette mésaventure est arrivée avait, dans les loisirs inquiets d'un maquis nantais, relaté les phases de ce voyage malheureux à travers le Rif et l'Espagne pour en garder un souvenir écrit. Puis le manuscrit dormit dans une armoire, sans doute y aurait-il jauni ou se serait-il perdu au cours d'un déménagement. Mais la veille de Noël 1948, cette histoire de mandat d'arrêt toujours en activité est venue secouer la poussière qui le recouvrait déjà et donna à l'auteur l'idée de narrer en public pourquoi et comment 3 garçons désertèrent. Chapitre 1er. Paris, dans la neige sous le ciel gris de janvier 41. Antoine relève le col de son pardessus en prenant pied sur le trottoir de la rue Bria, au croisement des boulevards Raspail et Montparnasse. Dans le matin glacial, une longue file de pauvres gens frileux piétine la neige boueuse devant une boucherie encore close. Main dans les poches, l'étudiant se dirige vers le Luxembourg, tandis que montent des imprécations de ce peuple souffrant, mal résigné. Sale boche, une péroncale est frisée. À l'entrée du parc désert à 7 heures, Antoine bourre sa pipe. Il la fumera en marchant autour des grands jets d'eau figés en glace devant le palais sénatorial que déshonore le pavillon gamay. Une péronça, c'est sûr, mais quand? Le boulmiche, capoulade, où les garçons nettoient. Un café. Pendant que mousse une saccharine dans le breuvage incolore, Bernard Dupont arrive. Très grand, élégant, musicien et Sciences Po. Eh bien Antoine, je ne m'attendais pas à te voir ce matin. Il ajoute, incrédule, tu pars vraiment? Oui. Une blague? Non. Alors un pari? Non. Une résolution. Dupont s'accoude devant son café national. Il y plonge 50 grammes de pain. T'engager? Sans doute. Armée d'armistice ou de Gaulle? De Gaulle. En ce cas, tu as tort. Pourquoi? Baisse un peu le ton, mon vieux. Tu risques de te faire moucharder. Depuis les ridicules provocations du 11 novembre, on arrête facilement. Liberté, chérie. Que veux-tu? Nous sommes vaincus.
Mais si toutefois, malgré les circonstances défavorables, le métier militaire t'attirait, entre au moins dans l'armée française de zone libre. Ah, n'aurait une armée sans chars, sans avions, que nous avons été une armée que l'Allemand tolère ne pourra jamais. Nos alliés ne le sont pas, sans que d'autres armées, s'il était de la France combattante, il restera bien alliés dans une de nos colonies du bout du monde. Encore heureux si quelqu'un imbécile ne la jette pas contre ses libérateurs. Nous avons donné notre parole aux Allemands, rentrés dans cette armée passive, lorsque déjà le maréchal a promis moins d'acheter. Pétain a été élu pouvoir absolument rien faire de mieux. Son gouvernement est donc légal. Légal ou non, la collaboration. J'ai mon odeur et ma conscience. Et ce n'est pas raisonnable. Mon vieux laborieux raisonnable n'est pas tout honorable. Écoute-moi un peu. Nous sommes catholiques. Si l'Allemagne gagne la guerre, nous serons délivrés à tout jamais du communisme, la franc-maçonnerie. La religion n'a pas besoin du paganisme nazi pour se défendre. Après la guerre, nous verrons. Sur ce, mon cher, je crois que je ne t'emmène pas avec moi, n'est-ce pas? Garçon, combien? Le gaulliste tend la main à son camarade qui reste assis, le poing contre la joue, réfléchissant. Allons, adieu. Antoine descend le boulmiche. Avidement, il s'emplit les yeux et les oreilles d'images et de bruits familiers qui formeront les souvenirs de sa vie d'étudiant. Gibert jeune, où il aimait admirer les fines illustrations des livres de valeur, le bar Saint-Michel, où le groupe d'amis se retrouvait pour l'apéritif, Dupont latin et son aquarium au cadre original et frais, puis le pont Saint-Michel, la Seine, les bouquinistes et leurs boîtes, toute la vie du quartier. Il évite quelques amis pour ne pas risquer une nouvelle discussion. Le tour d'horizon est fini. Maintenant, le voilà prêt pour la grande aventure. Quel est son but? Rejoindre De Gaulle. Ses moyens? Une barque de pêche sur les côtes bretonnes? Le procédé a rendu de grands services durant les premiers mois d'occupation, mais il est usé. Contacter un agent de l'IS ou une organisation gaulliste en zone occupée? Très long peut-être, et certainement très difficile sans relation. Le plus sage est certainement d'abord de se rendre en zone libre. Là, il pourra rechercher avec moins de risques une organisation de recrutement des forces françaises libres ou tenter le passage direct par l'Espagne, ou à défaut d'autres moyens, passer en Afrique. Par conséquent, premier objectif, la zone libre. Un crochet par la Bretagne pour embrasser Acquéron, ses parents, qui accepte courageusement son départ. Et il grimpe pour 2 jours et 2 nuits, et une nuit dans un tortillard. Le grand chevalier du cœur de Paris se rappelait plus le goût des prairies. Il faisait la guerre avec ses amis, dedans la fumée, dedans les métaux, dessus les pavés, dedans les bistrots. Il ne savait pas qu'il en était sous, il ne savait pas qu'il dormait debout. Paris le tenait par la peau du cou. Ah, les pommiers doux, rondes et ritournelles, j'ai pas peur des loups, chantonnait la belle. Ils sont pas méchants,
avec les enfants qu'ont le cœur fidèle et les genoux blancs. Sous un Et c'est parti, voici un premier courrier de mon père, début 1941, adressé à ses parents. Chers parents, je vous écris maintenant d'une ferme de la France libre où nous avons été recueillis après une chasse à travers bois. Les gens sont très chics et nous ont fait passer grâce à des stratagèmes prodigieux. Voici ce qui s'est passé. Je suis arrivé à Tours à 12h et ne suis reparti qu'à 1h19 pour Poitiers. Je me suis réfugié à Poitiers à la gare en attendant le train vers le sud, Saint-David, qui n'est parti qu'à 8h. Arrivé à Saint-David à 10h, nous nous sommes perdus dans la campagne, puis nous avons trouvé un train pour Charroux. Nous avons été pistés par des civils du type allemand. À 12h, arrivé à Charroux, près de la ligne de démarcation avec la zone libre au sud de Poitiers. Nous avons trouvé Martin qui nous a passé jusqu'à la limite. Là, à travers bois et champs, nous avons contourné un poste en évitant la patrouille allemande. J'ai eu la chance de trouver un type de Morlaix, croix de guerre 14, blessé gravement, et qui veut reprendre du service dans l'armée. Enfin, voici l'artillerie française et de braves paysans qui nous ont recueillis et donné à manger à quelques 100 mètres de la ligne de démarcation. Ce soir, nous allons coucher dans un petit bled, quelques heures de repos, puis en route pour Marseille. Je n'ai pas dormi cette nuit. Nous voici en France libre qui nous accueille. Tous les gens veulent nous aider. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu, un matin de printemps, l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi.
le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui. Chers parents, on doit embarquer mardi, mais c'est ici une telle foule qu'il est difficile de savoir quelque chose. Marseille est sous le soleil, il y fait assez chaud, mais c'est absolument toute la qualité de Marseille. Pour le reste, c'est une ville sale, avec du linge à sécher aux fenêtres, des poubelles renversées, des restrictions presque aussi sévères qu'à Paris, et des gens, qu'on ne parle plus des Marseillais, vantards, sots, avec leur accent énervant, leur incompréhension totale de la guerre actuelle. Ils haïssent les Anglais plus que les Allemands et gobent tous les bobards des journaux. Ah, si Marseille pouvait être occupée 6 mois. Oran, le 18 février 41. Chers parents, voici une lettre qui s'est fait bien attendre. Je vous écris de la caserne du 2e chasseur d'Oran, en attendant demain d'être dirigé vers Mascara, en pleine montagne. Voici un petit récit du voyage. Le 13 février, la commission italienne empêche un navire chargé de 200 engagés de sortir de Marseille. Le lendemain, par surprise, on embarque 400 engagés à bord du Chanzy. Le bateau est archi plein, on loge partout, de la cale en passant par les couloirs. J'ai logé sur le pont, sur le gaillard d'avant, entre les treuils. Au lieu de prendre la route directe vers Oran, nous avons longé les côtes de France, puis d'Espagne jusqu'à Alicante. Là, à la faveur de la nuit et de la tempête qui s'est levée, nous avons coupé droit vers Mostaganem pour traverser la zone de guerre méditerranéenne. Puis, nous avons longé les côtes africaines pour aller jusqu'à Alger, port d'attache du Chanzy. Un voyage de 2 nuits et 2 jours, avec une nourriture pour moineaux. Ils n'avaient pas besoin de faire passer de visite médicale pour les engager. Ceux qui seraient arrivés au bout du voyage, pris d'office, car de la vache enragée, on peut dire qu'on a commencé à en manger. Nous avons rendu nos couvertures avec une capote comme habit, un bout de pain pour 5 et une boîte de sardines chacun. On nous met aussitôt en route vers Oran, dans des wagons à bestiaux. 50. Bon, de 9h à minuit. On attend en gare. Gentiment, l'aspirant qui nous conduit nous avertit. Je n'ai que 3 wagons à ma disposition. Tassez-vous, 50 par wagon. On est obligé de rester assis. Comble de malheur. Le train fait omnibus. Résultat, une nuit, un jour et une nuit pour faire 200 km. Arrivé hier matin à Oran, complètement crevé. Ça fait 15 jours qu'on couche sans se déshabiller et en bouffant à peine à moitié ration. Enfin, nous voici presque arrivés. Ici, la nourriture est bonne. Encore 150 km de montagne pour aller à Mascara. Voilà. Mon père est à Oran. Nous sommes à la mi-février 1941. Il y a 3 mois seulement qu'il a quitté Paris. Il ne sait pas encore trop ce qu'il va faire. Il fera ses classes dans les chasseurs d'Afrique à Mascara, dans la montagne, à 150 km d'Oran. Et il n'a apparemment pas encore rencontré le Titi parisien, le fameux Jacques ou Jean, qui fera partie du trio. Il n'a évidemment pas encore rencontré Louis Bilbao,
qui s'appelle André dans son histoire. Eh bien, je vais arrêter là cette première partie sur cette ville d'Oran, où papa a eu 20 ans et où il a vécu longtemps, une année. Et dans cette ville d'Oran, il est passé de la légalité à l'illégalité, à la désertion, la fuite vers un idéal qu'il voyait outre-Manche en Angleterre. Le grand chevalier du cœur de Paris se rappelait plus le goût des prairies. Il faisait la guerre avec ses amis, dedans la fumée, dedans les métaux, dessus les pavés, dedans les bistrots. Il ne savait pas qu'il en était sous, il ne savait pas qu'il dormait debout. Paris le tenait par la peau du cou.